Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Temps additionnel. Aujourd'hui on va parler de la Ligue 1 qui s'est conclue le week-end dernier. Ce fut une saison pleine de rebondissements et tumultueuse. En ma compagnie cet après-midi, j'ai la chance d'avoir 3 chroniqueurs avec moi. Salut tout le monde. Salut Martin, salut à tous. Salut Martin, bonjour à tous. Salut les gars, salut à tous. Messieurs, donc comme je le disais dans l'introduction, la Ligue 1 s'est conclue ce week-end. Il y a eu pas mal de rebondissements en cette dernière journée. On rappelle que les 2 dernières journées étaient en multiplex, c'est-à-dire tous les matchs en même temps à 21h le samedi soir. On va commencer peut-être par le bas de tableau avec donc Saint-Etienne qui descend en Ligue 2 officiellement après être remonté il y a un an. Ils ont perdu 3-2 face à Toulouse et ce fut d'un camp une saison un petit peu contrastée pour Saint-Etienne. Oui, c'est vrai que ce fut une saison très difficile. Tout le monde attendait un peu Saint-Etienne en Ligue 1. C'est quand même un club mythique qui mérite la Ligue 1. Après 2 ans en Ligue 2, ils sont revenus, mais cette saison, elle a été très dure. C'est aussi la première saison de l'ère Kilmer à Saint-Etienne. On a vu que peut-être avec les recrutements de Stassin, Ekwa et David Tajuli, il y avait du bon, mais il y avait aussi du moins bon quand même avec la venue d'Abdelhamid ou même de Pierre Cornu, dont à l'heure actuelle on ne sait pas ce qu'il fait. Donc c'était compliqué, c'est une saison très dure. C'est que dans le jeu, je pense honnêtement que c'est pas la pire équipe de Ligue 1, sauf que quand tu prends 2 ou 3 buts par match minimum, c'est difficile de se maintenir. Et pour moi, c'est plutôt mérité. Parce que quand je vois une équipe comme Le Havre qui s'est battue jusqu'à la fin, qui allait grappiller des points à Strasbourg, grappiller des points face à Monaco, face à plusieurs équipes plus d'un niveau au-dessus d'elle, je pense qu'ils méritent beaucoup plus ce maintien que Saint-Etienne. Emmanuel, Saint-Etienne a changé de coach en cours de saison. Eric Orneland est arrivé donc au milieu de la saison. Est-ce que tu as remarqué du positif depuis son arrivée tout de même, ou pour toi ça reste quand même très très compliqué pour... Eh bien, il faut savoir que Saint-Etienne jouait beaucoup les grosses affiches. Je pouvais suivre cette équipe, notamment pour le derby et pour le match contre le Paris Saint-Germain. On sent que voilà, c'est une équipe qui peut réussir de bonnes séquences de jeu. Mais le problème, c'est que c'est trop inconstant dans le sens où ils existent pendant des séquences de jeu, de 20, on peut aller jusqu'à 20 bonnes minutes. Et puis après, il peut y avoir ce problème défensif, voilà, notamment avec Dylan Batubinsika, qui est plutôt un bon joueur de base, mais on va dire que ça n'a pas été une bonne saison. Donc en parlant aussi de Younis Abdelhamid, qui n'a pas été bon, c'est plus le même que celui de Reims. Et donc voilà, quand on prend tout ça en compte, un problème défensif, ça peut que pêcher à la fin. Pour rappel, ils sont donc avant-derniers, juste devant eux il y a Montpellier. Pour faire rapidement un point sur le classement, les 5 derniers sont donc Angers, Le Havre, Reims et puis donc Saint-Etienne et Montpellier. Montpellier qui est relégué maintenant depuis quelques journées. Basile, c'est quand même un monument de la Ligue 1 qui est tombé cette saison. Et bien sûr, personne s'y attendait, je pense. C'est quand même une des grosses surprises de cette saison. Montpellier l'année dernière, c'était pas forcément super impressionnant, mais voilà, c'était une équipe qui avait l'habitude de se maintenir depuis notamment son titre de champion de France il y a 2012. 13 ans, ouais. Et donc on va dire une quinzaine d'années. Donc, mais d'ici là, c'était du maintien, quelques folies par-ci par-là, mais c'est quand même une saison assez historique dans le mauvais sens, malheureusement. Mais voilà, au vu des matchs qu'ils ont pu proposer, du contenu dans les... Voilà, il n'y a aucune solidarité entre les joueurs. Il y a eu tellement de polémiques. Et voilà, je pense que ça ne pouvait qu'aboutir à une relégation en fin de saison. Et c'est triste pour un club comme Montpellier, avec tous les supporters qui sont toujours présents à chaque match. Et il n'y a pas eu le respect, je pense, attendu des joueurs envers leurs supporters. Je rajouterais que, en fait, je dirais que c'est plus un échec collectif, puisque si on prend individuellement les joueurs, il y a Wabi Kazri, TJ Savanier, Lecomte dans les cages. On se dirait que voilà, on peut former
comment Une dire, bonne alchimie. une bonne alchimie, oui, tout à fait. Une bonne colonne vertébrale, voilà, Ouais, c'était voilà. le mot que je cherchais. Justement, tu Mm. parles de colonne vertébrale, mais c'est des joueurs qui déjà, quand tu vois leur attitude, je pense notamment à Savanier, qui, même si c'est un joueur, un très très bon joueur de Ligue 1, et il l'a montré au fil des années, mais quand tu vois l'attitude de Kadri ou même de, voilà, justement de Savanier, c'est plus que qu'irrespectueux. Et C'est des joueurs en suffisance, et- peut-être. Oui, voilà, et Voilà. t'as ça. Et Ils ont déjà prouvé en Ligue 1. et Et, ouais. je pense qu'ils n'ont pas su redorer leur cycle avec, je pense à Nordin, des joueurs qui voilà, savaient faire la différence, mais qui ont perdu du coup cette capacité à être décisif, et ils n'ont pas su renouveler, apporter trouver des solutions justement pour combler ce manque d'efficacité. Après, je veux rajouter aussi que cette année, Montpellier a eu beaucoup de soucis économiques. Et ce qui a fait que en début de saison, ils ont vendu Maxime Estève, qui était quand même un de leurs piliers en Ouais, défense. c'est vrai. Là, tu as parlé de Nording, il est parti en janvier, il est parti. Donc c'est une équipe qui a Il y a beaucoup Tamari changé. aussi, Tamari qui est parti à Tamari Rennes. qui est parti à Rennes. Donc, on va dire c'est des joueurs qui, je pense, ils savaient où ils étaient. Ils avaient anticipé que le bateau allait couler. Mhm. Et ils ont décidé de s'enfuir. Et comme tu dis, il n'y a peut-être pas eu de collectif. Mais après, je pense que pour moi, c'est pas que la chute d'un effectif, c'est la chute d'un club entier. Parce que quand on voit les supporters, j'ai rien contre eux, mais à plusieurs fois, ils ont fait beaucoup Ouais, je suis d'accord. d'événements inutiles, on Ouais. va dire, où ils insultaient les joueurs alors que rien n'est fini. Quand on voit, par exemple, je compare à Saint-Etienne, C'était pas l'union sacrée à Montpellier Ouais, c'est comparé ça. à Saint-Étienne. Ah, mais c'est vrai que quand tu compares à Saint-Etienne, ouais, il y a une grosse ouais. ambiance, mais cette année, il n'y a pas eu trop de conneries dans les tribunes, à part peut-être le jet de pièces lors du derby, mais sinon, il n'y a pas eu tant de révolte que ça, alors qu'à Montpellier, au bout de peut-être 3-4 défaites, les supporters s'en prenaient déjà aux joueurs. Et ça, forcément, ça n'a pas aidé. Il y a aussi une autre équipe qui est dans une position assez délicate, c'est le Stade de Reims, puisqu'ils ils vont jouer les barrages donc pour essayer de se sauver. Ils sont donc troisième en partant du bas. Ils vont jouer contre Metz bientôt, mais ils vont également affronter le Paris Saint-Germain samedi soir en Coupe de France. Donc ils sont dans une position délicate parce qu'ils pourraient descendre en Ligue 2, mais également en cas de victoire en finale jouer l'Europa League. Ça aussi, c'est une équipe d'un camp à laquelle on ne s'attendait pas à la voir où elle est actuellement. Bah, sur les dernières années, Reims a toujours fait des bonnes saisons, surtout quand il y avait Will Steele qui avait repris l'équipe et à un moment, ils avaient une grosse série d'invincibilité. Après, cette saison, c'est vrai qu'en début de saison, on les attendait pas là. Ils étaient au milieu du classement, tout se passait bien pour eux, enfin, on va dire un peu à leur place habituelle. Et après, c'est sûr que ça a été très compliqué. De novembre à mars, je crois, ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné 3 matchs lors de la deuxième partie de saison, dont un succès face à Marseille, 3-1, qui avait relancé la dynamique. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, Reims fait partie pour moi des équipes les plus faibles. Pourtant, ils ont tout de même des bons joueurs. En attaque, il y a Ito, il y a Nakamura. Mais c'est vrai qu'il manque... je pense qu'il y a ce manque de Teddy Thomas aussi au milieu. Je ne sais pas s'ils l'ont vendu ou si ils l'ont juste laissé de côté, mais Mais il s'était blessé, il me semble, Thomas, non? il me semble que c'est plus pour des raisons contractuelles, D'accord, une mauvaise entente entre lui et la direction. Mais bon, bref, mais il y a aussi le départ d'Abdelhamid qui était quand même un des cadres de la défense et je pense que ça n'a pas aidé. Mais après, c'est pas non plus très étonnant de les voir là. Ça reste quand même une équipe qui joue le ventre mou, voire le maintien chaque année, donc c'est pas non plus étonnant. Pour parler un petit peu dans le haut de classement, cette fois-ci, on va rappeler les 5 premiers. Donc, Paris qui est champion maintenant depuis quelques temps, qui est accompagné de son dauphin, l'Olympique de Marseille, qui a validé sa place en Ligue des Champions. Juste derrière, Monaco également a validé son billet pour la LDC. Enfin, derrière, c'est Nice et Lille. Et juste derrière, c'est l'Olympique Lyonnais. Et en 7e place, Strasbourg. Ça a été vraiment... deux rencontres, 2 places qui se sont bataillées vraiment jusqu'à la dernière minute. Puisqu'on rappelle donc que Strasbourg a perdu contre le Havre 3-2, tout à fait. à la dernière minute. Sur un penalty de Abdoulaye Touré. Voilà. Une Panenka vraiment pleine de sang-froid, on peut le dire. Et Lyon donc, avait parfaitement fini sa saison au Groupama Stadium en gagnant 2-0 face à Angers. Oui, tout à fait. Et
les adieux du général qui ont eu lieu dans la foulée, mais donc qui ont décroché une place en Europe sur le gong, puisque leur match était fini. Ils ont regardé sur le téléphone la fin du match. Le penalty de Touré. Strasbourg, le penalty de Touré. Et donc, Lyon est 6e, Strasbourg 7e, et en cas donc de victoire du Paris Saint-Germain samedi, Lyon jouerait l'Europa League finalement après une saison un petit peu ratée, et Strasbourg, eux, joueraient la Conference League, alors qu'ils auraient espéré beaucoup plus, Manu. Oui, tout à fait. Voilà, l'Olympique Lyonnais, notamment voilà, grâce au général Lacazette, qui remet de nouveau, une énième fois, l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe. Moi, je dirais qu'en fait, cette dernière journée, on peut la caractériser, ces 3 pénaltys qui ont renversé complètement le championnat. Donc voilà, donc bien sûr le penalty de Lacazette contre Angers pour ouvrir le score, et les deux penalties d'Abdoulaye Touré. Chapeau à Abdoulaye Touré, capitaine du Havre, voilà, parce qu'ils étaient menacés par une potentielle victoire de Saint-Etienne contre Toulouse. Ils réussissent à battre Strasbourg, qui avait des choses à jouer aussi. Et voilà, Abdoulaye Touré, c'était les 2 pénaltys les plus importants de sa vie. Il les a mis. Bravo à lui. Panenka, c'est carré. Ensuite, Alexandre Lacazette, voilà, qui remet l'OL encore une fois en Coupe d'Europe grâce à son pénalty. On pourrait dire que Alexandre Lacazette sur pénalty, souvent c'est plutôt simple, mais celui-là c'est particulier, c'est le 200e. C'est l'ultime penalty qu'il met, il le sait. Donc voilà, faut le convertir. Donc c'est pas juste parce que voilà, penalty pour Lyon ou penalty pour Lacazette que ça devait être évident. Voilà, il arrive à le marquer. Et voilà, 200e but, 201e but aussi dans la foulée. Chapeau au général Lacazette. Lacazette, donc, sans surprise, qui s'en va. Cherki l'a annoncé en zone mixte à l'issue du match. D'autres, Basile, sont incertains de leur avenir. Matic, Tagliafico. On en est où, là, côté Lyon? Comment va se passer la saison prochaine? Comme tu le dis, il y a beaucoup d'incertitudes cet été, notamment pour remonter la pente économiquement. Voilà, on sait que Lyon est dans une position très délicate, avec une rétrogradation, je vais y arriver, administrative en Ligue 2. Donc Lyon va chercher à vendre. Le départ de Lacazette va forcément aider, il est acté, donc ça va permettre au club de dégager un peu de masse salariale. Mais voilà, quand on a des joueurs comme Ryan Cherki, qui a également lui annoncé son départ en zone mixte juste après la rencontre, malheureusement c'est des choses qu'on n'aime pas entendre, notamment du côté de l'OL, mais il n'y a pas le choix. On le savait. On le savait, de toute façon, avec une saison comme ça, et limite, je pense que c'est mieux tout le peuple lyonnais lui en veut pas d'argent. Donc, non, mais c'est même pour lui, son épanouissement, voilà, pour sa carrière, son évolution, le fait qu'il doit aller ailleurs, il doit aller conquérir un autre club, voilà, prendre son envol, quitter le cocon, parce qu'il a été formé à Lyon. Pour moi, son envol, il l'a déjà pris. Dans le sens de cette saison-là, ça a vraiment confirmé toutes les irrégularités qu'il a pu avoir au fil des années, les années précédentes, pardon. Après, voilà, aujourd'hui, c'est un joueur confirmé. Un joueur qui sait marquer, qui sait faire marquer et qui est hyper important dans le jeu. Voilà, c'est la clé. Et ça peut être. Ça a été le métronome. Non, mais oui, mais c'est ça, justement. Et il doit devenir avec l'arrivée de Fonseca. Il doit devenir le métronome d'une autre équipe, découvrir d'autres championnats, d'autres sensations et un meilleur niveau. Et il doit confirmer. Donc lui, on doit le laisser partir dans tous les cas. Après, tu me parlais de Matic, des joueurs en fin de contrat comme Tagliafico. Fofana également. Fofana, ça c'est des joueurs, voilà, des joueurs comme Fofana avec un profil beaucoup plus jeune, avec des années de contrat plus grandes. Forcément, ça va, les offres vont tomber. Quand tu prends des Matic et Tagliafico, c'est des joueurs en fin de carrière entre guillemets, fin de contrat, donc avec des gros masses salariales, forcément, ça va aussi aider les clubs. Et après Lyon, s'ils ont toujours l'interdiction de recruter, ça va être compliqué. Voilà, on va pouvoir récupérer Nouama qui reviendra de blessure. À voir ce que dit la Ligue déjà, avec les retours de prêt aussi, mais à voir ce que dit la Ligue, ce qu'en pense la Ligue, le retour de la DNCG. Et puis voilà, le plus important, je pense qu'en tant que supporter lyonnais, et même pour le club en général, c'est de rester en Ligue 1. Forcément, jouer la Coupe d'Europe, c'est un plus, et ça va permettre d'avoir des fonds aussi. Voilà, donc à voir ce que donnent les organisations en fin de saison. Quand Strasbourg, c'est un petit peu cruel ce qui leur est arrivé. Eux qui faisaient quand même, c'était un petit peu la surprise de ce haut de tableau. L'équipe du peuple. L'équipe du peuple, comme tu le dis, Manu, on les voyait souvent danser dans les vestiaires après les victoires. Et Méga qui a fait une grosse saison, qui devrait lui également quitter
le club alsacien. Qu'est-ce que tu penses de André ce dernier Santos match aussi en image, très bon aussi. Bah, c'est surtout de la déception, je pense, pour le club, parce qu'on va dire, en fait, c'est leur saison, ils l'ont un peu foutu sur les 2 derniers matchs. Et moi, je trouve ça fou, parce qu'ils jouaient 2 équipes qui jouaient le maintien, Angers, qui était déjà presque maintenu, et Le Havre. Et ils ont réussi à aller perdre à Angers, ce qui peut être compréhensible, mais perdre chez soi, Le Havre, je pense, c'est quand même une faute professionnelle, on va dire. Oh, Ah si, c'est une faute professionnelle. Quand chez toi, 2 semaines avant, tu gagnes Paris et que tu n'arrives pas à gagner Le t'enchaînes Havre. des victoires de Paris, Lyon, tu fais nul Après, contre on Monaco. rappelle que oui, Paris n'avait l'effectif. pas rien à jouer. Oui, Il fait Oui, jouer des Paris, jeunes mais qui- c'est quand même Mais Paris. ça montre que c'est une équipe qui faisait que progresser. Oui, 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 Après, mais voilà, De toute comme façon, vous le dites, il a c'est pas une fallu, équipe jeune. C'est qu'ils une jouent contre équipe Paris jeune. pour qu'on voie qu'ils avaient le potentiel d'aller chercher. Exactement. Oui, voilà. Demande au Après, coach de Strasbourg. après, il y a aussi le fait que Strasbourg fait partie du club de Chelsea, de multipropriété. Et tous ces joueurs-là, on parle des méga, on parle d'André Santos, il y a Barco aussi, Petrovic dans les cages. Tous ces joueurs-là, l'année prochaine, ils seront plus à Strasbourg. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien qu'ils ne Ouais, soient pas en Europe. Après, ils peuvent Ils encore peuvent, jouer la oui. conférence si Paris gagne. Mais moi, j'aurais bien aimé que pour cette saison, le club se qualifie. Mais comme à chaque saison, après, tout Français aurait dit ouais, mais Strasbourg, ils sont qualifiés, tout ça pour faire ça. Ton exemple, il est vrai dans le sens où tu as des équipes comme Brest ou autres qui on était content de la saison qu'ils ont fait et le fait qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe. Ouais. Mais derrière, même des équipes quelques années avant, il y a eu Reims, il y a eu Nantes, des équipes qui n'ont pas forcément même Lens, Bah, même, avec le départ de Fofana à l'époque, ouais, de voilà. Fofana qui n'avait pas forcément confirmé la saison qu'ils avaient fait ils n'avaient pas confirmé la saison précédente. Voilà, donc c'est vrai que se qualifier, mais bon, voir partir tous ces joueurs pour au final reconstruire une nouvelle équipe et arriver en Coupe d'Europe face à des équipes déjà confirmées, c'est vrai que à quoi bon au final. Donc c'est vrai que c'est Après, ouais. Manuel qui voulait rebondir. Oui, en fait, je disais que la faute professionnelle, faut remettre les choses dans leur contexte. Ça reste un effectif assez jeune, c'est vraiment de jeunes talents. Voilà, je pense à Diego Moreira, voilà, il a que 20 ans, 21 ans. Dylan Bakwa, et Méga, comme l'a rappelé Duncan très justement. Le coach de Strasbourg, si on lui dit au début de saison que voilà, il va jouer potentiellement une place en Ligue des Champions et finir, on va dire, 7e à la fin de saison, je pense qu'il signe. Sachant qu'il faut savoir que l'année précédente, donc à celle-ci, Strasbourg finit 13e. Et Strasbourg est très content. Donc finir 7e aussi, pour eux, même si j'avoue que c'est très inattendu et tant mieux pour les Lyonnais, voilà, c'est sûr que oui, le Strasbourg, pour moi, voilà, doit quand même être satisfait, moyennement satisfait de cette 7e place. Bah, moi, je suis pas trop d'accord. Parce que les dernières années, Strasbourg a été une équipe plutôt constante. Et on les a vus d'ailleurs en Europe lors de la saison 2019-2020. Ils ont fait les barrages et ils avaient perdu face à Francfort en Europa League. Suite, oui, alors victoire en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est ça contre Ouais. Guingamp. Et du coup, pour moi, c'est une équipe qui doit... Enfin, maintenant, elle est constante et elle joue l'Europe chaque année. Du moins, elle essaye. Et elle fait un beau jeu. Quand tu as dit, ouais, je pense que le coach, il aurait signé tout de suite, je pense que le coach, il avait cette ambition-là. Parce que moi, j'avais vu un match, peut-être au bout de la 2e ou 3e journée, Lyon-Strasbourg, où Strasbourg gagnait 3-1, mais perd 4-3 à Lyon. Mais le jeu que Liam Rosseigneur essayait de mettre en place se voyait déjà. Ça partait de Petrovic, ça allait jusqu'au défenseur, jusqu'au milieu, ça repartait ensemble. Alors oui, ce match-là, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mais direct, on l'a vu dans la saison, Strasbourg, après Paris, je pense que c'était une des équipes qui jouait le mieux au ballon et qui était le plus constante. Et malheureusement, ils ont fait 2 matchs pour moi loupés. C'est pour ça que je parle de faute professionnelle. Parce que c'est quand même 2 matchs très importants. Ils ont loupé les 2 de suite. Mais sinon, oui, ils ont quand même fait une très bonne saison. Mais je trouve ça dommage. Et moi, je suis assez déçu quand même pour eux. Dommage, c'est le mot qu'on pourra retenir, même si on leur souhaite tout le meilleur pour l'avenir à Ouais, bien ces sûr. Strasbourgeois, parce que c'est ceux qui ont un petit peu animé cette belle saison de Ligue 1 qui nous a accompagnés. Messieurs, je vous propose rapidement de me donner chacun votre tour 2 flops et 2 tops des équipes de Ligue 1. On peut commencer par Basile en bout de salle. forcément en top. Je vais mettre le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Il a réussi à mettre son jeu en place et ça.
Ils ont pu le démontrer tout au long de la saison, pardon. Et puis après, en deuxième top, tiens, je vais mettre Marseille, parce que c'est vrai que Marseille, On en parle pas assez, on mais en parle, grosse on les a saison. beaucoup. En fait, il y a eu un très bon, comme chaque année, un très bon début de saison. Il y a eu un Et en petit- fait, voilà, un mi-janvier, mi-mars très compliqué, voilà, avec beaucoup de doutes. Mais bon, c'est vrai que l'OM a apporté en fait une philosophie de jeu. Et je pense que ça va faire un peu comme ce que ça a fait avec Luis Enrique, c'est-à-dire De Zerbi qui met du temps à installer son idée de jeu, mais au final, s'il arrive à faire rester les joueurs qu'il a pu amener, c'est-à-dire Rabiot, des Gouiri, des Greenwood, et j'en passe, ça peut être très intéressant. Après, en flop, forcément, je vais mettre Montpellier. On les attendait, enfin, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on les attendait pas à une telle saison aussi catastrophique de leur part. Ça m'a un peu choqué de les voir qu'à 16 points à la fin de la journée, même s'il y a eu quand même 4 journées de Ligue 1 enlevées, parce que maintenant on a 18 équipes. Parce que, comme disait Duncan également, une équipe qui a l'habitude de jouer quand même le milieu de tableau, voire un peu plus, qui a quand même fait un bon de saison globalement moyen, waouh! Je recommence. Un là. bon début de saison. Ouais. Ouais. Et donc, comme tu disais, d'un camp Reims qui a globalement fait un bon début de saison et puis derrière qui a laissé traîner trop de points, voilà, avec des petites remontées, notamment une victoire à Marseille, mais les voir barragistes, c'est vrai que c'est assez surprenant. Emmanuel, pour continuer. Alors pour mes tops, je vais dire le PSG et Strasbourg. Je ferai une petite mention spéciale pour Ousmane Dembélé parce que qui aurait pu prédire au début de saison que Ousmane Dembélé serait le co-meilleur buteur de Ligue 1 aujourd'hui. Donc là, franchement, vraiment gros renouveau pour Ousmane Dembélé qui voilà maintenant pêche beaucoup moins à la finition, aussi en Ligue des Champions. Bon, c'est le leader du Paris Saint-Germain. Tout à fait, c'est le leader du Paris Saint-Germain, mais qui s'insère quand même dans un collectif. À Pas de vague. contrario de Mbappé, de Neymar. Mais on n'est pas là pour critiquer ces très grands joueurs. Donc voilà, donc c'est la fin d'un mention spéciale, évidemment pour le jeu proposé par le PSG, expliqué par Basile. Et puis Strasbourg, voilà, l'équipe du peuple quand même, on s'amusait très bien vraiment cette équipe. Et comme l'a justement rappelé Duncan, cette équipe elle joue bien. Je dirais pas là juste... cette équipe elle joue bien, pardon. Et puis voilà, c'était des jeunes talentueux et moi j'étais content de les voir jouer. Ensuite pour les flops, Montpellier, Basile l'a rappelé pourquoi, et puis on l'a rappelé pourquoi tout au long de l'émission. Et puis en dernier flop, je dirais, alors je vais être un peu plus dur, moi je donnerais Nice en flop. Étonnant. J'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que pour moi, si justement Nice, avec tout le potentiel qu'ils avaient, la manne financière, c'est l'un des plus gros budgets de Ligue 1. Ils ont de bons joueurs talentueux, mais ils ont manqué de constance. Normalement, si Nice est constant et suit le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, le top 3, on le connaît depuis un moment. Ah, tu veux dire qu'il y a eu une baisse de leur part durant la saison? Voilà, il y a eu une baisse de régime. Et puis même nous, même pour les supporters lyonnais, des contre-performances de Nice ont pu faire espérer les Lyonnais de revenir au classement et de revenir sur les Niçois. Sauf qu'on les bat 2 fois. On rappelle aussi qu'ils ont changé de coach l'été dernier, donc c'était aussi une reconstruction un petit peu pour Nice. D'un grand, nous donner était... Donc top, en top, je vais pas redire Paris comme tout le monde, mais en top, moi, j'avais Nice du coup, parce que c'est quand même pour Nice être européen. La dernière fois qu'ils ont joué les barrages de Ligue des Champions, c'était 2017-2018 ou la saison d'avant, je sais plus. Du coup, c'est quand même bien. Après, j'aurais un plus étonnant, c'est Auxerre pour moi, parce que c'est une équipe qui monte de Ligue 2 et qui est quand même qui est 12e ou 11e. Qui fait un jeu plutôt bon. Et au terme des résultats, dans la saison, on n'a jamais vu Auxerre se faire ridiculiser. Dans les matchs importants contre les équipes plus petites, enfin les équipes classées moins bien, ils ont toujours réussi à bien jouer. Face aux plus gros clubs, on voit, ils ont mis... Même samedi soir, ils mettent quand même un but à Paris. Bah oui, ils menaient au score. Ils ont gagné... Jusqu'à très tard dans le match, quoi. Ils sont fait revenir. Ils ont gagné Marseille match aller-retour. Donc pour moi, c'est quand même une très bonne saison pour eux. Et ils sont pas ridicules et c'est mérité ce maintien. Et si je peux me permettre, grosse mention à Gaëtan Perrin, formé à l'Olympique Lyonnais, qui réalise une très très bonne saison pour son retour dans le... Et dire qu'ils avaient perdu aussi Gauthier Hein,
qui est parti à Metz. Et même sans lui, ils ont réussi à faire des très bonnes performances. Du coup, bravo à eux. Et ensuite, en flop, je vais en dire déjà un plutôt logique, c'est l'AS Saint-Etienne. Même si je suis un grand supporter des Verts, ça fait mal de les voir là. Surtout que dans cette descente, on repense à l'été dernier où on remontait, qu'on se disait c'est bon, les années de galère c'est fini et tout. Et qu'au final on redescend et c'est mérité, mais il y a quand même de la déception parce qu'il y a des matchs comme Lyon. Franchement, le derby, on était tous contents, supporters des Verts. On a fait un super beau match, on a très bien joué, je pense. Et en plus du jeu, il y a aussi l'agressivité, la mentalité qui était présente. Mais les semaines d'après ne se ressemblent pas tous et je trouve ça dommage. Mais bon, on va pas revenir plus dessus. Et après, moi, ça serait Lyon, un flop aussi. Parce que sur la saison, ça a très bien commencé avec Pierre Sage quand même. Bon, il y a eu des hauts, des bas, mais ça allait. Il y a eu le changement de Fonseca. Et moi, après Fonseca, je m'attendais à un énorme changement, que Lyon joue mieux. Parce que, pour moi, qui dit changement, dit aussi changement de classement, dans le jeu, tout ça. Et en fait, j'ai pas vu de différence. Changement utile, quoi. Oui, voilà. Voire même... des fois, je trouvais même c'était moins bien. Après... bon nombre de supporters regrettent un petit peu Pierre Sage. Oui, mais moi, je suis un peu de leur avis. J'ai regardé quelques matchs de Ligue 1, les matchs aussi de Ligue Europa. Après, c'est qu'il y a cette qualification en Europe qui fait dire à tout le monde oui, super saison, pas super saison, mais bonne saison, on est en Europe. L'objectif est atteint, entre guillemets. Mais donc, non, clairement pas. C'était la Ligue des Champions. Non, mais c'était la Ligue des Champions, l'objectif premier. Où tu minimises, ta saison, entre guillemets, un peu faussée avec une place en Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que. Mais la place en Coupe d'Europe, c'est grâce au Havre. Oui, non, mais totalement. C'est grâce à Abdoulaye Touré. Et ça fait tâche, parce qu'en soi, t'es européen. Parce qu'à la fin du match de samedi, vous étiez pas maître de votre T'es européen, mais c'est pas grâce à toi. Oui, c'est ça en fait, moi ce que je voulais dire. Qu'il faut sa qualification. Après, attention. Non, parce qu'après, pour moi, comme l'a dit Emmanuel, même si Paulo Fonseca l'a dit la semaine dernière, on lui en a jamais parlé, l'objectif que John Textor a dit il y a un an, c'était clairement d'être qualifié en Ligue des Champions. Et même, si je peux le rappeler, Textor parlait de titre. D'aller titiller le Paris Saint-Germain pour le titre. Au final, 7e, 6e. Après, c'est une saison ratée, excusez-moi. Attention, je parle pas de très mauvaise saison. Il y a quand même eu des bons trucs. Mais pour moi, il y a un point fort, et je pense qu'on va tous être d'accord de cette saison, un point clé, c'est l'attitude de Fonseca face à l'arbitre, face à Brest. Pour moi, s'il est sur le banc à la fin de saison, vu le jeu qu'il a démontré quand il était à Lille, tout ça, je pense que peut-être Lyon ne serait peut-être pas en Ligue des Champions, mais se serait qualifié plus facilement et par eux-mêmes. Peut-être qu'ils auraient gagné peut-être 1 ou 2 matchs de plus. Okay. Après ça, c'est mon avis, mais oui, vu l'effectif lyonnais quand même, c'est sûr que pour moi, c'est un flop. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour cette belle émission qui a été pleine de débats, mais assumée et dans le respect. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et on vous remercie pour votre fidélité.